Mesdames et messieurs, merci de regarder Africa Today Télévision. Bonsoir et bienvenue dans cette rétrospective de la semaine. La situation des agents engagés à la fonction publique et non pris en charge a fait l'objet d'une communication du ministre de tutelle cette semaine au Conseil des ministres. Quand les protestataires clament le respect des accords par le ministre, ce dernier parle plutôt de sa bonne volonté pourtant à trouver solution. Au même conseil et au titre des communications, la ministre de l'économie et des finances a abordé le cadre de concertation et de coordination entre le gouvernement et les partenaires au développement. Les détails avec Daouda Mohamed Kamara. Il s'est agi d'abord pour le ministre de la fonction publique de rappeler la marche de protestation du collectif des fonctionnaires engagés non pris en charge. Cette protestation tourne autour des arrêtés d'engagement de 5 565 agents en vue de leur prise en charge par l'État. Le ministre a déploré qu'en dépit de sa bonne volonté de collaboration, le collectif dénonce le non-respect des accords obtenus lors de la réunion d'information tenue au cabinet du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances alors, le 29 octobre 2015. À cette réunion étaient présents les ministres en charge de l'économie, du travail, de la fonction publique, le chef de cabinet du ministre en charge de la fonction publique, l'inspecteur général de l'administration publique, l'assistant administratif du ministre en charge de la fonction publique et les représentants du dit collectif. À l'issue de cette réunion entre les partis, le ministre Sékou Kourouma a rappelé qu'un procès verbal avait été signé dont les termes stipulent que cette prise en charge pourrait être effective, mais avec des conditions suivantes. La vérification et l'authentification du diplôme de toutes les personnes concernées. 2. L'organisation d'un test d'évaluation de niveau et d'orientation des personnes concernées. 3. La répartition des personnes retenues en fonction des besoins exprimés par les différents départements utilisateurs ciblés ci-après, le ministère en charge de l'enseignement préuniversitaire, le ministère en charge de la formation professionnelle, les ministères de la sécurité, de l'environnement, de la santé. 4. La prise de nouveaux arrêtés d'engagement pour les personnes retenues suite à l'authentification des diplômes et à la suite également du test d'évaluation. 5. La prise d'un acte annulant définitivement tous les autres arrêtés d'engagement qui n'auraient pas été pris en charge à date. Et 6. La prise en charge financière des nouveaux actes en courant de l'exercice budgétaire 2016. Parlant du cadre de concertation et de coordination entre le gouvernement et les partenaires au développement, l'objet de la communication de la ministre de l'économie et des finances, Malado Kaba, a rappelé qu'en dépit de l'engagement, le dispositif se heurterait à plusieurs difficultés. Le non-respect de la régularité des réunions de cadre et celle des groupes thématiques. Elle a déploré que ce manque de régularité dans la tenue des réunions, aussi bien du cadre de concertation que des groupes thématiques, ce qui pose la problématique d'appropriation de ces instruments qui pourtant mis en place de façon conjointe par le gouvernement et les partenaires au développement. À cet effet, la ministre a proposé que le gouvernement et les partenaires se réunissent en cadre élargi le 14 décembre 2016. Les ministres se succèdent devant les députés à l'hémicycle pour présenter et défendre leur budget de 2017. Lundi, celui des mines Abdoulaye Magasouba et l'autre de l'énergie Cheikh Talibi Silla ont répondu aux questions des parlementaires et annoncé les perspectives qui sont d'ailleurs des défis pour leurs départements respectifs. Explication Saloum Kondé. Au cours de cette épreuve de questions-réponses, c'est le ministre des Mines qui a d'abord développé devant les parlementaires le contenu de certaines initiatives en cours dans son département. C'est le cas par exemple du transfert du projet Simandou à Chinalco, un transfert qui selon lui donne de l'espoir. Pour la réalisation du projet ne peut être trouvé qu'en Chine. La Chine, les sociétés chinoises, les institutions chinoises disposent des capacités techniques pour pouvoir réaliser le projet. Donc vous comprenez très aisément que la seule voie aujourd'hui viable de relance de ce projet-là, c'est une voie chinoise. Ce que l'État a gagné, c'est avoir un espoir que le projet-là puisse se réaliser, en fait.
Une autre perspective heureuse pour l'année prochaine, c'est l'accent particulier que compte mettre le ministère sur le développement communautaire. Car selon Abdoulaye Magasuba, les défis restent encore à relever en milieu rural. Nous savons qu'il y a, en plus de ces éléments-là, au niveau des questions environnementales aussi, des défis importants à relever. Il y a une direction au niveau du ministère qui vient d'être créée, qui se charge exclusivement de ces questions de développement communautaire et de contenu local, compte tenu de leur importance pour les populations à la base. Le ministre de l'Énergie, lui, a expliqué le déséquilibre financier auquel la SEG et la Société d'électricité de Guinée sont confrontés. EDG et la Société des eaux de Guinée, ce sont bel et bien des sociétés anonymes à participation publique qui ont des recettes. Mais le problème de gestion clientèle pose d'énormes problèmes, surtout le tarif. Aujourd'hui, EDG achète de l'énergie, puisque vous en avez parlé ici, ça veut dire que vous êtes au courant, achète de l'énergie, par exemple, de l'énergie thermique à 2700 francs guinéens et vend cette énergie à 700 francs. Le tarif ne couvre pas le coût complet de l'exploitation. Selon Cheikh Talibi Silla, malgré l'enregistrement des actes de vandalisme sous les lampadaires à travers le pays, un projet d'énergie solaire sera exécuté d'ici à 2018 pour éclairer les communautés villageoises. La ministre de l'Environnement était elle aussi du haut de la tribune. Adja Christine Sagno a elle mis un accent particulier sur la nécessité de préserver les cours d'eau, aujourd'hui fortement menacés de disparition. Pour réussir le pari, la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts compte beaucoup sur l'accompagnement de tous et surtout des députés. Diao Bachir. Devant les élus du peuple, la ministre de l'Environnement décide d'être plus pragmatique pour expliquer la menace qui pèse sur l'environnement et surtout les cours d'eau. Pour Adja Christine Sagno, l'ensablement et le tarissement de nos cours d'eau sont dus à l'action humaine. La Guinée, pourtant considérée comme château d'eau de l'Afrique occidentale, ces cours d'eau sont aujourd'hui menacés de disparition, a fait remarquer la ministre de l'Environnement. Aujourd'hui, on a des problèmes. Il y a au moins 14 bassins ou 14 grands fleuves qui prennent leur source en Guinée. Et aujourd'hui, les têtes de source sont complètement déboisées. Non seulement les têtes de source sont déboisées, mais aussi les berges. Et partout où vous passez vers la Haute-Guinée, vous trouvez les fours à briques sur les berges de ces grands fleuves. Donc, je pense que nous-mêmes, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Une situation préoccupante, certes, mais qui n'est pas sans solution. Christine Sagno en appelle donc à l'esprit citoyen des populations guinéennes pour la préservation de l'environnement. Un pari qui ne peut réussir, selon elle, sans l'implication des élus du peuple à travers le renforcement des sensibilisations et l'obtention des fonds nécessaires pour la cause. Je pense que vous, les députés, vous pouvez nous aider, nous appuyer à passer l'information ou la sensibilisation au niveau de nos populations, les expliquer qu'en coupant les arbres qui sont autour ou dans les berges des grands fleuves ou même des petits cours d'eau, ça crée des problèmes en amont. Il faut vraiment une grande sensibilisation. Et même pour faire cette sensibilisation, nous avons besoin des moyens financiers. Abordant la question liée à la pollution de l'environnement, Adja Christine Sagno dit avoir eu plusieurs réunions avec les promoteurs des usines qui fabriquent les sachets plastiques. Ceci pour la mise en œuvre d'une politique en faveur de la protection de l'environnement. Le président Alpha Condé, à travers lui, le secteur de la pêche a reçu le carton vert, signe de la levée de sanctions de l'Union européenne. À quelques heures donc de cet événement, le ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime a animé une conférence de presse à son département. André Loy est revenu en détail sur les efforts consentis et les raisons de la sanction. Explication Aïssata Fofana. Après de longues négociations avec l'Union européenne, le travail a bien fini par payer. La Guinée ne figure plus désormais sur la liste des pays tiers non coopérants. Une sanction qui, autrefois, lui a valu des conséquences fâcheuses sur son économie. Cette inscription a eu pour conséquence, entre autres, l'interdiction des navires de pêche de l'Union européenne et des pays alliés de pêcher dans les eaux guinéennes. La suspension de toute coopération technique et financière avec l'Union européenne dans le domaine de la pêche, la perte des parts de marché des opérateurs guinéens
consignataires de navires de l'Union européenne, la perte de plusieurs centaines d'emplois, marins, observateurs, manutentionnaires, mareyeuses et autres, le gel de la contrepartie financière due au titre de l'accord de pêche entre l'Union européenne et la Guinée. Mais face aux résultats des réformes entreprises dans ce secteur et dans la lutte contre la pêche INN, la Commission de l'Union européenne a retiré le nom de la Guinée de sa liste noire le 10 octobre de cette année. Une annonce qui permet au département de tutelle aujourd'hui de poursuivre l'exécution de sa feuille de route qu'il s'était fixée. L'objectif général de la politique du ministère des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime est de poursuivre et surtout de renforcer les efforts déployés pour améliorer les conditions de vie des populations et accélérer le progrès économique. La réalisation de cet objectif général passe par l'exploitation durable et responsable des ressources à travers 3 objectifs spécifiques fixés qui sont les suivants. Gérer durablement les ressources halieutiques, promouvoir l'aquaculture et valoriser les ressources halieutiques. Une préoccupation pour le président de la République qui, selon André Loy, s'est fortement impliqué pour l'atteinte de ce résultat. C'est pourquoi ce mardi donc, le carton vert, symbole de la fin de la sanction de l'UE, lui sera remis pour le récompenser des efforts accomplis. Restons avec Aïssata Fofana pour dire que le président de la République a reçu enfin ce carton vert de l'Union européenne, une cérémonie qui a marqué le retrait de la Guinée sur la liste des pays tiers non coopérants. Mais le chef de l'État s'est dit insatisfait des résultats obtenus et exhorte d'ailleurs le ministre de la Pêche ainsi que ses homologues présents dans la salle à plus de réformes pour redynamiser les départements respectifs. Suivez. Mais je ne sais pas de féliciter de venir pour dire ce qui ne va pas. C'est un président remonté contre ses cadres qui s'est présenté au pupitre ce mardi pour dénoncer, dit-il, les manques à gagner de son gouvernement. Le ministère de la Pêche doit être organisé en fonction des objectifs, pas une organisation traditionnelle. C'est pourquoi après la sortie de la liste rouge, nous allons revoir complètement le fonctionnement dans le ministère de la Pêche, comme beaucoup d'autres ministères. Il ne faut pas qu'on se cache la vérité. Il y a beaucoup de bureaucratie, il y a beaucoup d'insuffisance. J'ai fait le tour des partenaires de la coopération, bilatéraux, pour savoir quelle est la situation. Et je verrai le ministre. Dans beaucoup de secteurs, alors que nous avons besoin de nous développer, dans beaucoup de secteurs, il n'y a pas d'absorption des capitaux. Comment voulez-vous que les pays nous aident si l'argent qu'ils nous ont donné n'est pas utilisé? Autre reproche formulé à leur encontre, c'est l'octroi de l'autorisation de vente de poissons à certaines sociétés chinoises. Une situation qui a été récemment à l'origine d'une manifestation des mareyeuses devant le ministère de tutelle. C'est les mareyeuses qui vendent le poisson. C'est tout ça. Les gens qui pêchent là, mareyeuses. Alors, comment on est arrivé qu'une société qui a pas de restaurant soit autorisée à vendre du poisson? Nous sommes en train de faire des actes. On va sanctionner ceux qui sont donné l'autorisation. Une annonce qui a réjoui à plus d'un titre ces femmes. Vérité, 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 Allemagne, vérité. Pour l'une d'entre elles, cette décision du président de la République doit immédiatement prendre effet. Comme annoncé, tous ces conteneurs doivent être enlevés d'ici jusqu'à Yomou. C'est ça qui pourrait être notre fierté. Parce que notre contrat dit que lorsqu'un pêcheur pêche, c'est à nous de revendre. Mais les Chinois ne peuvent pas pêcher et vendre à la fois. À la fin de la cérémonie, le président Alpha Condé a été gratifié pour ses efforts consentis dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il a également reçu un satisfecit de la part du ministère de la Pêche et de l'Aquaculture. Le ministre de la fonction publique, je vous le disais d'ailleurs en début de cette rétrospective de la semaine et de la réforme de l'administration, a conféré ce mercredi avec les hommes des médias sur 2 points qui font la une de l'actualité nationale. Il s'agit bien du cas des fonctionnaires immatriculés non pris en charge et l'application de la nouvelle grille salariale. Le ministre Sékou Kourouma, accompagné de son cabinet, a apporté des éclairages sur ces 2 questions. Soari Boubacar.
En croire des dires du ministre Sékou Kourouma, l'application de la nouvelle grille indiciaire fait l'objet d'une mauvaise interprétation due à un manque de communication. Pour ceux qui estiment être légers dans cette augmentation, le ministre apporte des précisions. Les gens doivent comprendre que tous les fonctionnaires qui ont été qui ont été engagés dans la fonction publique avant 2014, ils ont tous été bénéficiés de 6 échelons. Tous, avant 2014. Ceux qui sont engagés en 2014 ont bénéficié de 4 échelons. Ceux-là qui sont engagés en 2015 ont reçu 2 échelons. Après 2015, s'il y a des engagements, ils n'ont droit à aucun échelon parce qu'on avance lorsqu'on va travailler. Dans cette application, le chef du département de la fonction publique n'exclut pas le glissement des erreurs techniques. Et pour des éventuels cas, un comité de recours est déjà mis en place. La question concernant le groupe de fonctionnaires non pris en charge réclamant ce droit, Sékou Kourouma les qualifie de détenteurs de faux dossiers. Voilà la vérité. Tous les jeunes concernés qui ont des arrêtés irréguliers sont tranquilles, ils sont confiants. Ils savent que les dossiers vont être pris en charge, mais ceux qui ont les faux arrêtés, pour eux, il faut faire pression, il faut sortir, parce que c'est la vie qui règle les problèmes ici. Par rapport aux multiples sorties médiatiques de ce groupe, le ministre Sékou Kourouma promet sa réponse au moment venu. Santé à présent dans cette rétrospective de la semaine, la première dame de la République, Adja Diané Kaba Condé, a procédé cette semaine au lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite du 2 au 5 décembre 2016. Plus de 3 millions d'enfants bénéficieront chacun d'une prévention gratuite contre cette maladie. La campagne répond à une des préoccupations du gouvernement et de ses partenaires, à savoir garantir à chaque enfant la santé. Ça, Allo Yambouno. Acceptons de faire vacciner nos enfants de 0 à 59 mois. C'est sous ce thème que cette vaste campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancée ce jeudi sous les auspices de la présidente de la PROSMI, Adja Diané Kaba. Durant 3 jours, la Guinée et ses partenaires devront saisir une nouvelle chance pour éradiquer cette maladie qui a paralysé des milliers d'enfants à travers le pays. La poliomyélite peut être évitée par le simple geste d'administration de gouttes du vaccin polio oral aux enfants de 0 à 5 ans. Grâce aux efforts de vaccination à travers la Guinée, la routine et les multiples campagnes, le cas des poliomyélites dans le monde ont diminué de plus de 99% depuis 1998. Les efforts de la Guinée sont certes considérables dans la lutte contre la poliomyélite, mais l'objectif, qui est son éradication, n'est pas encore atteint. Au dire de la première dame de la République, citant les experts de santé, 7 cas de poliomyélite ont été notifiés ces derniers temps à Sigiri et Kankan. Ils sont encore des milliers de tout petits qui restent exposés à cette épidémie par manque de vaccination. Ces enfants non vaccinés restent ainsi en marge de toute protection alors que le poliovirus continue de circuler dans la sous-région ouest-africaine. Les motifs de la non-vaccination des enfants s'expliqueraient essentiellement par les faits suivants. L'absence des enfants dans leur domicile pendant le passage des agents vaccinateurs, les localités insuffisamment visitées, le refus des parents pour des raisons culturelles ou mystiques. Pour la première dame de la République, c'est le lieu d'appeler chaque parent à accomplir son devoir envers les enfants. Chers parents, présentez tous les enfants de 0 à 59 mois aux équipes de vaccinateurs qui sillonneront toutes les contrées pendant les 4 jours afin que chacun reçoive les 2 gouttes protectrices de vaccin contre la polio. La campagne de vaccination lancée par la PROSMI concerne toutes les localités du pays et se fera de façon gratuite. Lancement cette semaine à Conakry des travaux de panel sur le dialogue public-privé. Pendant 4 jours,
En 2 temps, les panélistes venus du secteur privé et public devront se pencher sur les différentes opportunités pour une meilleure collaboration entre les hommes d'affaires et les services de l'État. Cette rencontre mise pour une administration plus performante au service du secteur privé. Guinéen, Daouda Mohamed Kamara. Inclusivité, égalité et transparence, c'est le maître mot du secrétariat de la plateforme du dialogue public-privé. Le secteur privé, moteur de la croissance économique par sa forte capacité de création d'emplois durables, c'est en cela que les acteurs veulent insuffler une nouvelle dynamique au partenariat public-privé. Et pour y arriver, une plateforme publique aussi doit exister pour faciliter les échanges. Il nous manque l'interface nécessaire pour communiquer et pouvoir créer cette synergie dont on a tant besoin pour développer ce secteur si porteur de croissance. Si le dialogue est fécond et si la sensibilisation est là, les ressources de l'État vont augmenter et l'assiette fiscale va pouvoir augmenter parce que le pays a besoin de moyens. À cette requête, le ministre du Commerce adhère et c'est là conformément, dirait-il, aux recommandations du chef de l'État lui-même. Nous avons noté avec une très grande importance cette sollicitation pour qu'à notre niveau, nous ayons aussi un outil qui va servir d'interface. Et ces panels vont permettre, peut-être pour un début, à décrisper ce climat, à faire en sorte qu'il y ait une appropriation d'un certain nombre d'opportunités qui existent de part et d'autre mais qui ne sont pas exploitées. À l'issue de ces travaux, Marc Yambouno souhaite bien que les acquis et recommandations des panélistes ne servent en aucun cas à orner les tiroirs. Au ministre du Commerce de rappeler que les défis dans le partenariat public-privé sont importants et qu'il faille relever en dialoguant. Que nos services publics puissent partager les opportunités en termes de services, en termes d'appui, en termes d'avantages que ce secteur public pourrait partager avec un secteur privé ouvert, un secteur privé engagé. Souvent, on pense qu'on ne dispose pas d'un certain nombre de solutions, alors que, avec le dialogue, on se rend compte que ces solutions existent entre nous. Les travaux ce mercredi ont démarré avec le panel chargé de débattre du thème 1, la problématique de l'accès aux services de la fiscalité. Et les panélistes sont issus de la direction des douanes et des impôts. Le projet dénommé Service agricole Guinée a été lancé cette semaine à Conakry, financé par le gouvernement américain à travers l'USAID. Ce projet de l'initiative Fuite de Futur s'élargira sur 5 ans dans 3 préfectures. Il s'agit de Kindia, Mamo et Farana. Service agricole Guinée mise sur l'amélioration de la compétitivité du secteur agricole guinéen. Soirée Bouakar. Ce projet, né du programme présidentiel de Barack Obama dénommé Feed Future, où vaincre la faim vise à apporter l'appui des États-Unis pour éradiquer la famine à travers le monde. La Guinée est l'un des pays bénéficiaires de ce programme suite à l'épidémie de la fièvre à virus Ebola. Il interviendra sur les corridors Kindia-Mamou-Labé et Kindia-Mamou-Farana sur une durée de 5 ans. Ceci dans le but d'accroître le revenu, améliorer la nutrition et renforcer la résilience à travers le secteur agricole. Alors, ce programme, c'est basé avec l'idée de gérer les entrepreneurs agricoles. Je pense qu'il y aura la continuation de ce projet, même avec le changement de gouvernement. Je suis très content. Alors, le secteur de santé, c'est notre préoccupation, c'est assez important. Mais nous savons qu'avec notre participation dans le secteur agricole, nous espérons que nous pouvons aider un peu pour la croissance de ce secteur assez important qui peut gérer les emplois et la croissance économique du pays. À part l'accroissement économique, ce projet vise aussi à introduire et diffuser de nouvelles technologies de production et de transformation des produits agricoles et animaux. Et les bénéficiaires seront âgés de 18 à 35 ans. Une manière d'intéresser la couche juvénile à cette activité génératrice de revenus, selon Jacqueline Marthe Sultan, ministre de l'Agriculture. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui n'a peut-être pas toute la formation requise ou qui n'a pas une belle image du secteur agricole, et ce projet va nous aider à non seulement qualifier les métiers agricoles, mais dans toutes leurs dimensions, pas seulement le métier d'être agriculteur-producteur, mais aussi celui qui est négociant, celui qui va apporter du service
agricole, celui qui va être un vrai négociant, n'est-ce pas, dans ce secteur-là. Ce sont plusieurs métiers dont nous parlons ici. À noter que le projet service agricole guinéen est financé à hauteur de 30 millions de dollars US et marque en quelque sorte le retour des États-Unis dans le secteur agricole guinéen après 20 ans d'absence. Ouverture cette semaine à Conakry du 28e congrès des notaires d'Afrique autour du thème le partenariat institutionnel du notariat. Les congressistes ont 3 jours pour débattre et réfléchir sur des questions de société et celles de leur profession. Cette initiative de la Chambre des notaires de Guinée est placée sous la présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé, et sous l'égide de la Commission des affaires africaines de l'Union internationale de notariat. Reportage Oumi Kamara. Cette rencontre de Conakry sous le thème « Le partenariat institutionnel du notariat » devra permettre aux professionnels de ce secteur de mener des réflexions sur les relations entre les notaires et les autres institutions. Bien que le législateur a confié chaque acteur de droit une mission précise et des prérogatives, force est de constater que des conflits de compétences sont souvent enregistrés entre notaires et magistrats. Une situation que la présidente de la Chambre des notaires de Guinée déplore. Au-delà de la dualité qui existe entre juges et notaires, ils ont un dénominateur commun. Le jugement des jugements et décisions qui ont force exécutoire, et l'acte notarié a également une force exécutoire. Cette force exécutoire est un attribut essentiel de l'acte notarié et également un gage de son efficacité. Il est donc regrettable de constater le décalage qui existe entre les textes et la pratique dans notre pays, car la force exécutoire de l'acte notarié y est niée et bafouée par les magistrats et les huissiers au point de vider notre acte de son efficacité. Ayant pour mission de conseiller, éclairer les parties et d'authentifier leurs actes, selon Maître Yari, les noteurs du pays restent aussi confrontés à la concurrence des élus locaux. Ces derniers qui n'ont d'ailleurs aucun mandat de recevoir des actes. Nous rencontrons également des difficultés en matière foncière, car nous subissons la concurrence déloyale des chefs de quartier qui n'ont ni la qualité ni la compétence pour recevoir des actes et sont pourvoyeurs de l'inflation du contentieux foncier dans notre pays. Malgré cet état de fait, le premier réflexe de nos concitoyens, dès que l'on évoque une transaction immobilière, est de se diriger spontanément vers le chef de quartier. Ce recours au chef de quartier est la résultante de plusieurs facteurs que nous ne pouvons évoquer maintenant, mais nous souhaitons un véritable engagement politique pour une mise en adéquation de la pratique aux textes qui régissent la matière. Pour faire face à tous ces défis, les participants jugent nécessaire de mener des réflexions approfondies pour trouver des solutions qui gangrènent leur métier. Il est important de conduire ensemble une réflexion commune pour mieux faire face aux défis économiques et techniques dans une mondialisation où les législations nationales sont contraintes à de profondes mutations. Des efforts d'harmonisation doivent être entrepris en s'inspirant des expériences mutuelles, favorisant nos échanges, en simplifiant la vie des acteurs économiques qui se délocalisent sans cesse, afin qu'ils trouvent, ici ou là, les mêmes règles et les mêmes contraintes juridiques, facilitant ainsi leur déplacement. La signature d'un protocole portant sur la coopération entre la Commission des affaires africaines de l'Union internationale du notariat et celle espagnole a marqué cette cérémonie d'ouverture. Ratoma, l'une des plus grandes communes de la capitale, aiguillonne bien l'appétit des hommes politiques aux prochaines consultations électorales. Après Mouktar Diallo de NFD et l'artiste Diani Alpha, c'est un ancien membre de l'UFDG qui veut aussi briguer la mairie de Ratoma. Mamoudou Bari, c'est son nom, a officialisé cette intention cette semaine à travers une conférence de presse tenue à Koléa Dianka Sissé. La course pour la mairie de Ratoma fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la cité ces derniers temps. Après l'annonce de la candidature du leader des NFD, Mouktar Diallo, c'est au tour de Mamadou Bari de déclarer sa volonté de briguer la mairie de Ratoma. Cet ancien membre du bureau exécutif affronte dans cette commune notamment ses anciens co-militants et alliés. L'esprit là-dedans, c'est de voir dans quelle mesure
le citoyen peut prendre les choses en main désormais, en l'occurrence à Ratoma. J'ai une expérience de gestion, j'ai une expérience politique. L'idée c'est de faire en sorte que le citoyen se prenne en charge pour préparer son avenir, et cet avenir commence par la commune jusqu'à la présidentielle. À marge de cette rencontre avec la presse, Mamadou Barry est longuement revenu sur les exclusions survenues au sein de l'UFDG, dont lui-même a été victime. L'exclusion a eu lieu en novembre. Donc, ensuite, dès janvier-février, il y a eu une autre exclusion que vous savez, et à la suite de cette exclusion, il y a eu mort d'homme. Quand on dit aujourd'hui pour la plupart des personnes, Mamadou Barry, c'est forcément Baouri. Alors que Mamadou Barry a été exclu avant Baouri. Après l'annonce de plusieurs candidatures pour la mairie de Ratoma, il reste à savoir si les postulants répondent aux conditions d'éligibilité. Les jours à venir et le choix des citoyens nous édifieront. Dernier élément de cette rétrospective de la semaine, le collectif des fonctionnaires engagés immatriculés non pris en charge était de nouveau dans les rues de Kaloma cette semaine. Ils sont plus de 2000 à protester pour l'amélioration de leurs conditions et dénoncer quelques comportements du ministre de la fonction publique. Le point avec Bountorabi Keïta. Ils étaient des centaines tôt ce matin dans les rues de Kaloum, direction le ministère de la fonction publique, pour protester, disent-ils, contre la personne du ministre Sékou Kourouma. Un ministre traité de tous les noms par les protestataires qui dénoncent l'injustice et réclament leur prise en charge effective par l'État. L'objectif de notre protestation, c'est contre l'injustice faite par le ministre de la fonction publique à notre égard. Nous lui reprochons de faire l'engagement clandestin, anarchique de certaines personnes, des hypocrites, des ignares, je peux le dire ainsi. Nous avons toutes les preuves ici. S'il est sûr, ce que je dis haut et fort, j'invite Monsieur le ministre de la fonction publique à un débat contradictoire, télévisé, face à face avec le public guinéen. Je vais lui mettre devant les faits accomplis. Apparemment très remonté et sûr de la source et de la véracité de ces preuves, Jean-Pierre Koligwe-Pogui n'a pas hésité à nous étaler feuille après feuille des preuves qui, selon lui, mettent en lumière la magouille du ministre Kourouma. Sa propre retraite, il l'a poussée jusqu'en 2024. Je vais vous montrer ça. On a le document là ici. Signé par lui-même. Regardez. Arrêté portant reclassement de 2 fonctionnaires de C en A. Des gens qui n'ont même pas fait la 10e année. Regardez. De C en A signé par lui en 2014. Il était déjà ministre. S'il sait exhiber les choses, c'est les choses-là qu'il doit dénoncer d'abord. Je vous dis, sa femme est engagée à la fonction publique. Hiroshi A. Hiroshi A, il ne connaît rien. Commerçante de son état. Commerçante. Sa fille aussi. Bloquée par les forces de l'ordre, la destination ne sera malheureusement pas atteinte par les protestataires qui seront obligés de rebrousser chemin pour le gouvernorat de la ville de Conakry pour un entretien avec le gouverneur. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, avec d'autres informations. Merci et portez-vous bien.